7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour avec une bonne nouvelle, la libération d'Olivier Dubois, journaliste français, correspondant pour Le Point et Libération, spécialiste du Sahel, capturé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali. Olivier Dubois est resté quasiment 2 ans aux mains du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste au Sahel. Comment la France négocie-t-elle la libération de ses otages ? Bonjour Étienne Digna. Bonjour. Vous êtes chercheur associé aux séries. Vous venez de publier La rançon de la terreur, gouverner le marché des otages aux presses universitaires de France. Que sait-on sur la libération d'Olivier Dubois ? Alors tout d'abord, je me réjouis évidemment de cette libération et j'ai une pensée pour lui et pour ses proches. Ce que l'on sait donc, c'est que Olivier Dubois, comme vous l'avez dit, a été enlevé au Mali par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Sa détention était très longue, 2 ans, ce qui n'est pas rare pour la région. On se souvient que Sophie Petronin avait elle-même été détenue pendant 4 ans et que l'humanitaire américain, qui vient d'être libéré avec lui, était détenu pendant 6 ans. 2 ans, 6 ans, effectivement, c'est très long. Comment explique-t-on de telles durées de détention ? Ça peut s'expliquer à la fois par les demandes des ravisseurs qui peuvent être très élevées, et donc il faut négocier longuement pour pouvoir parvenir à libérer les otages. Ça peut être également dû à l'implication des États locaux. Et ici, par exemple, il faut saluer le rôle joué par le Niger. En vérité, il y a eu 2 canaux de discussion successifs. Un premier canal malien, qui s'est peu à peu dégradé au fur et à mesure que de la dégradation des relations entre la France et le Mali, puis un canal nigérien depuis quelques mois qui a abouti à cette libération. Et d'ailleurs, le Niger a été remercié à la fois par le président Emmanuel Macron et par Olivier Dubois. Que signifient ces remerciements ? Qu'est-ce que l'on peut imaginer ? Évidemment, on n'a pas aujourd'hui d'informations précises sur ce qui s'est déroulé, mais les différentes conjectures, selon vous, Étienne Digna. Alors, effectivement, il est difficile de se prononcer sur les contreparties et quelle est la nature des contreparties. Néanmoins, d'expérience, on peut imaginer donc que le Niger a négocié pour ses libérations et que donc les Français et les Américains ont pu en profiter. C'est ce qui s'était par exemple passé dans le cas de Sophie Petronin, puisque à ce moment-là, la France avait profité d'un échange entre la junte malienne et le GSIM pour la libération à l'époque de Soumaïla Cissé, qui était un homme politique de premier plan au Mali. En fait, ce qui explique ces négociations, donc c'est à la fois pour le Niger un moyen de montrer sa compétence, de montrer sa maîtrise de la zone et ses relations avec les groupes djihadistes. Pour le Niger, c'est aussi une manière d'user diplomatiquement de tous ces atouts dans la zone, puisqu'il faut rappeler que ces groupes djihadistes sont aussi des groupes insurrectionnels, et donc on ne le fera pas disparaître. Donc le Niger est obligé de négocier avec eux. Est-ce que l'on peut imaginer, alors, donc, s'il y a eu paiement, ce qui est une possibilité, ça n'est évidemment pas une certitude, paiement par le Niger, c'est une autre possibilité, Étienne Digna. Quels seraient les montants, quels sont les montants évoqués en pareil cas ? Alors ça peut être de l'argent, mais ça peut aussi être d'autres types de concessions. Pour reprendre l'exemple de Sophie Petronin, à l'époque, le Mali avait libéré 200 prisonniers. On avait à tort dit que c'était 200 djihadistes. En vérité, c'était 200 prisonniers avec quelques têtes djihadistes. Parmi ces 200 prisonniers, probablement 4 ou 5. Et en fait, à l'époque, pour le pouvoir malien, ça avait été un moyen, en libérant ces prisonniers, d'envoyer un signal, notamment au nord du pays, et de jouer sur ces libérations pour obtenir un soutien de la part de la population du nord du pays. Donc plus une libération que de l'argent. Il y a une sorte de marché, c'est terrible à dire, mais de marché évidemment informel des otages, avec 2 types d'approches de cette question, la question donc de la libération des otages. Vous le décrivez fort bien dans votre livre, La rançon de la terreur, livre qui a été publié au PUF, Étienne Digna. Il y a une approche que vous qualifiez de solidaire et une approche sacrificielle. Qu'est-ce que ça signifie et comment la France se situe-t-elle par rapport à ces 2 approches ? Alors quand il est question notamment d'argent, vous avez effectivement schématiquement 2 camps.
D'un côté, le camp des pays d'Europe continentale, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, qui décident de négocier, car ils font de la vie de l'otage une priorité. Alors, ça peut évoluer dans le temps, mais schématiquement, depuis plusieurs décennies, depuis 3 décennies, la France est plutôt située dans ce camp-là. L'autre camp, c'est le camp des Américains et des Britanniques, qui est ce qu'on appelle le camp de la fermeté, et donc qui, eux, sacrifient généralement l'otage en refusant de négocier. Pourquoi ? Soit parce qu'ils suivent une position de principe selon laquelle on ne négocie pas avec des groupes terroristes, soit parce qu'ils craignent les conséquences des rançons, qu'il s'agisse d'encourager les enlèvements ou de renforcer les groupes terroristes. Mais il y a aussi une troisième voie qui se développe. Il y a des assurances, on le sait peu, mais vous allez nous l'expliquer, Étienne Dignat, on peut s'assurer contre le risque de prise d'otage. Oui, c'est un marché assurantiel qui existe aujourd'hui et qui existe aujourd'hui face aux enlèvements criminels, qui représente l'immense majorité des enlèvements. Donc vous pouvez souscrire une assurance qui paiera et négociera pour vous libérer. La difficulté aujourd'hui, c'est que ces assurances sont interdites pour négocier avec les groupes terroristes. Or, on sait, quand on observe de près le terrain, que la distinction entre ces groupes criminels et ces groupes terroristes est en fait beaucoup plus floue sur la zone. Vous avez des groupes terroristes qui prétendent être des groupes criminels qui prétendent être des groupes terroristes, vous avez des individus qui passent d'un groupe à l'autre, vous avez des groupes terroristes qui parfois demandent simplement de l'argent, des groupes criminels qui cherchent parfois à terroriser, et enfin, la définition même du terrorisme et le listage des groupes terroristes est très compliqué, puisque les États ne sont pas d'accord entre eux. Si vous prenez par exemple les listes d'organisations terroristes du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Union européenne, vous apercevez que plus de 50% des groupes ne sont présents que sur une de ces listes. Mais alors, par ailleurs, pratiquement, lorsqu'on a conclu une police d'assurance du type kidnap en ransom, puisque c'est ainsi que se nomment ces polices d'assurance, ensuite, vous pouvez vous retourner éventuellement contre votre assurance si celle-ci juge que le groupe est un groupe terroriste, alors que vous estimez qu'on a affaire à des criminels ? Ah oui, c'est très compliqué. En vérité, parfois, les États ferment les yeux sur la nature réelle du groupe. Il peut arriver, par exemple, chez les Britanniques, que les assurances paient des groupes terroristes, car on les a présentés par un intermédiaire comme un groupe criminel. L'intérêt de ces assurances, c'est surtout de responsabiliser à la fois les employeurs, notamment dans ces zones à risque, et également les individus, voire les voyagistes. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit d'un marché en expansion, quand on voit donc la situation au Mali, qui est une situation de plus en plus complexe? Est-ce qu'il est encore possible d'envoyer des personnes là-bas, de le faire en souscrivant ce type de police, Étienne Dignat ? Alors, effectivement, aujourd'hui, donc, il y a ce que j'appelle un marché des otages. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que depuis plusieurs décennies, vous avez de plus en plus d'enlèvements d'otages occidentaux par différents types de groupes, et que ces groupes se structurent, se coordonnent et cherchent à revendre leurs otages avec un système de règles et de normes. Et face à cela, vous avez des États qui sont désemparés. Aujourd'hui, le problème, c'est que quand vous avez des États qui négocient, en fait, les ravisseurs demandent généralement plus d'argent et plus que de l'argent. Et c'est toute la difficulté. Moi, ma position, c'est à la fois de dire qu'il faut ne pas abandonner les otages, mais qu'il faut aussi essayer au maximum de retirer les étapes des négociations afin de réduire les concessions. Et donc, c'est ainsi que j'en suis abouti à cette solution qui passe par les paiements privés. Il faut expliquer également qu'aujourd'hui, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, ces paiements privés sont interdits. En fait, on empêche les familles, on empêche les employeurs de payer. Ça avait notamment été très marquant avec le cas de James Foley, qui avait été un journaliste américain qui avait été exécuté par l'État islamique. Et à l'époque, quand sa famille avait cherché à lever des fonds pour le secourir, elle avait été menacée par un colonel américain de poursuites judiciaires. Merci beaucoup, Étienne Dignat. Je renvoie à votre livre, La rançon de la terreur, gouverner le marché des otages. C'est un livre dans lequel on apprend, j'ai envie de dire, hélas, énormément de choses. Il a été publié aux presses universitaires de France. 7h23 sur France Culture.